Frédéric de Manneville, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes résident calédonien et administrateur de l'AIR, l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, une association métropolitaine qui existe depuis 1989. Et nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelle le revenu universel ou revenu d'existence ou revenu de base inconditionnel, une allocation de base qui est remise au goût du jour avec la pandémie. Alors, tout d'abord, à l'échelle calédonienne, vous proposez la création d'un socle citoyen calédonien. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, il s'agit d'une somme qui serait versée de façon inconditionnelle à chaque individu membre de la communauté calédonienne, de la naissance à la mort. Sans condition, c'est-à-dire pas de condition de travail ou pas de condition de revenu? Voilà, c'est Rien. quelque chose qui est automatique. Tous les mois, chaque Calédonien reçoit sur son compte en banque une somme qui est versée par l'État au titre de la solidarité de la communauté. Et qu'on travaille pas, qu'on soit femme au foyer, qu'on fasse du bénévolat, on touche cette somme. C'est quelque chose qui est garanti à vie. C'est ça le principe du revenu universel qu'on a appelé socle citoyen calédonien. L'idée n'est pas nouvelle, non? C'est quelque chose qui a déjà été réfléchi par des économistes comme Thomas Paine au XVIIe siècle, c'est ça? Oui, alors c'est une idée qui est très ancienne. Le premier à en avoir parlé de manière concrète, c'est en effet l'intellectuel britannique Thomas Paine, qui a fait un voyage aux États-Unis et qui a constaté que les Indiens d'Amérique ne connaissaient pas la pauvreté. Alors que lui, il voyait dans les villes d'Europe, à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, beaucoup de pauvreté. Il s'est interrogé sur tout ça et il a conclu que c'était la société civilisée qui créait la pauvreté. Et il a proposé la création d'un revenu qui serait le même pour tous et qui serait payé par les gens qui ont le monopole foncier. En fait, c'est un peu l'équivalent pour lui du lopin de terre. C'est-à-dire que quand dans une société, chacun ne peut pas avoir un lopin de terre à la naissance parce que le foncier est déjà possédé par d'autres, eh bien ceux qui possèdent les actifs, le patrimoine, doivent verser une somme à la communauté en compensation qui vient financer ce revenu universel. Donc, si je résume, en gros, c'est un filet de sécurité pour protéger les plus pauvres. Quelque part, c'est une idée de gauche, non? C'est défendu par les socialistes plutôt? Alors, pas tant que ça, paradoxalement. On peut appeler ça une idée de gauche dans la mesure où c'est une idée qui est d'abord motivée par la notion de solidarité, hein, bien sûr, et l'objectif étant d'éliminer la grande pauvreté. Mais c'est une idée qui réunit aussi beaucoup de gens de droite, parce que elle est d'abord très simple, hein, elle ne monopolise quasiment pas de bureaucratie pour la distribuer. Et deuxièmement, c'est une idée qui est très libérale, dans la mesure où chacun est libre de dépenser cet argent comme il veut. Et il n'y a pas de conditions, c'est vraiment un revenu de liberté. Et donc, en fait, c'est une technique, hein, c'est un outil de redistribution qui peut rassembler très largement et la gauche et la droite. D'ailleurs, on l'a vu, des candidats à l'élection présidentielle comme Benoît Hamon ou Nathalie Kosciusko-Morizet l'avaient tous les deux adopté, alors qu'ils ne sont pas du même bord politique. Exactement. Et probablement, ce qui différenciera la gauche et la droite dans l'utilisation du revenu universel, c'est le montant qu'on fixe. C'est-à-dire que, entre guillemets, plus les gens sont à gauche de l'échiquier politique, plus ils vont vouloir qu'il soit élevé, c'est-à-dire proche du seuil de pauvreté. Et entre guillemets, plus les gens sont à droite ou très très libéraux, plus ils vont vouloir qu'il soit bas pour surtout ne pas désinciter au travail. Alors l'idée, c'est aussi de remplacer bon nombre de prestations sociales. On pourrait finalement tout rescinder en une enveloppe unique, redistribuée de manière égalitaire entre tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Le grand combat de notre association, l'AIR, c'est la simplification administrative. Alors, c'est un peu moins vrai en Nouvelle-Calédonie, mais en métropole, c'est devenu le système socio-fiscal est devenu d'une complexité absolument effarante. Et la complexité engendre des injustices,
des impayés, des indus, de la fraude, etc. Et donc, oui, le grand intérêt de ce système, c'est qu'il est transparent, simple, tout le monde touche la même chose de manière automatique. Et du coup, eh ben, il n'y a pas de fraude, tout simplement parce que c'est tellement simple qu'on ne peut pas frauder, par exemple. Alors, principal obstacle, quand même, ça reste le financement de ce dispositif, parce que si on met, par exemple, 50 000 francs par personne, ça ferait quand même un sacré montant à financer. C'est peut-être pour ça que le projet suscite encore un peu de scepticisme. Mais est-ce que la Calédonie, par exemple, pourrait constituer un terreau adapté pour expérimenter ce dispositif? Alors oui, le point important, c'est la crédibilité du financement. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Benoît Hamon a échoué en 2017, parce qu'il a parlé de montants proches de 1 000 euros par mois, il n'a donné absolument aucune piste de financement. Et donc nous, le président de notre association a fait sa thèse de doctorat sur le sujet du financement du revenu universel, et il a démontré sur la métropole que ça pouvait se financer sans augmenter la pression fiscale, qui est déjà très importante, où en gros, le schéma c'est très simple, c'est 500 euros par mois par adulte, financé par une taxe de 30% sur les revenus. Ça c'est le schéma pour la métropole. Alors pour la Nouvelle-Calédonie, donc j'ai animé un groupe de travail avec des Calédoniens pour voir dans quelle mesure cet outil était adapté. Et il nous semble qu'il l'est, parce que la Nouvelle-Calédonie a besoin de ressouder des communautés qui ont un peu de mal à faire le vivre ensemble de manière concrète. Et on pense que un tel outil, donc un revenu qui serait payé par la communauté pour la communauté, serait de nature à souder les populations. Et puis on dispose de l'autonomie fiscale pour le faire. Exactement. Mise en place. Exactement. Facilité. Et la bonne manière de financer un revenu universel, c'est à travers la fiscalité. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé dans tous les pays du monde. Donc notre autonomie fiscale fait que nous avons les moyens, à travers une fiscalité revue, de financer un tel revenu. Et donc c'est un projet qui pourrait prendre corps, par exemple, là, dans la définition d'une nouvelle citoyenneté, la fin de l'accord de Nouméa. C'est quelque chose qui, dans les prochaines étapes, qui peut vous permettre d'être un tremplin, finalement? Oui, en fait, nous, on a conçu le projet comme ça, comme étant une proposition que nous mettons sur la table à disposition des politiques de tous bords, et qui serait de nature à la fois à faire la fameuse réforme fiscale dont on parle depuis des années, et en même temps à donner un signe très fort de lutte contre les inégalités, un signe de confiance aussi vis-à-vis des jeunes, parce que ce revenu socle citoyen, il est également touché par les adolescents, par les enfants aussi, en remplacement des allocations familiales. Et donc, c'est quand même un signe vraiment très très fort qu'on propose pour rassembler des communautés qui sont aujourd'hui quand même un petit peu disjointes, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des exemples dans le monde qui prouvent que ce système peut fonctionner, qu'on réussit à le financer? Des pays qui ont mené l'expérimentation assez suffisamment longtemps pour en retirer des bénéfices? Alors, il y a eu beaucoup d'expérimentations sur des communautés un peu réduites, sur des communautés de 2000 personnes ou de 10 000 personnes, à la fois dans des pays riches, comme la Californie, la Finlande, ou dans des pays plus pauvres, comme la Namibie, l'Inde. Et on a surtout regardé ce que ça avait comme impact sur les populations. Et on a vu des choses très intéressantes, comme un regain de confiance en soi, comme on a vu le développement du temps partiel choisi, et non pas le temps partiel subi. Donc on a vu plein de choses positives pour les populations. Du côté du financement, en fait, il n'y a pas aujourd'hui un pays qui l'applique de manière massive encore. On en parle de plus en plus. On a quand même aujourd'hui des soutiens très importants, comme Barack Obama, le pape François, des gens qui disent mais c'est ça l'avenir de la solidarité et c'est une brique de la protection sociale de demain, quoi. Donc je suis confiant sur le fait que des pays
des pays importants, hein, de plusieurs millions d'habitants, vont l'appliquer. Je peux vous donner un exemple. Le Parlement de Corse a voté à l'unanimité l'année dernière une délibération réclamant un revenu universel en Corse. Sauf qu'ils n'ont pas l'autonomie fiscale, eux, pour le faire. Et nous l'avons. Donc c'est resté lettre morte? Pas tout à fait, puisqu'ils ont prévu une expérimentation sur 2 ou 3 cantons pour un petit peu tester le système avec, entre guillemets, l'accord de Bercy. Alors peut-être prochaine expérimentation en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous avez déjà des perspectives sur la suite, des présentations de ce projet aux institutions, aux politiques? Où est-ce que vous en êtes dans votre démarche? Oui, alors déjà on l'a chiffré. Hein, donc on met une proposition sur la table qui est donc un revenu de 20 000 francs par enfant, 25 000 francs par adolescent et 30 000 francs par adulte et par mois. Ça représente 70 milliards. La manière pertinente de le financer, il nous semble que c'est d'utiliser la CCS, hein, la contribution calédonienne de solidarité, qui est un impôt à base très large, hein, qui touche les revenus du travail, les revenus du capital, et qui a aujourd'hui un taux très faible. Donc notre proposition assez radicale, c'est carrément de supprimer l'impôt sur le revenu et de le remplacer par une CCS dont le taux pour financer un tel revenu devrait monter à 12%. Okay. Donc le schéma est très simple, c'est en gros, je suis calédonien, je mets 12% de tous mes revenus dans un pot commun, et avec ça, tous les Calédoniens ont tous les mois 30 000 francs sur leur compte en banque. C'est simple. Et c'est équilibré. Et c'est équilibré. Et c'est pas la France métropolitaine qui paye. Eh bien, merci beaucoup Frédéric de Manneville pour toutes ces précisions, et rendez-vous pour la suite une fois que le projet aura éventuellement avancé. Je l'espère. Merci beaucoup. Au revoir.